Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner le quatrième chapitre du cours de la programmation orientée objet en Java et qui s'intitule l'héritage. Ce chapitre comprend deux sections. La première, c'est l'héritage et la deuxième parle des classes abstraites. Dans la section 1, réservée à l'héritage, nous allons commencer par une présentation dans laquelle on va voir la déclaration de deux classes, la classe étudiant et la classe enseignant. La classe étudiant comprend les attributs donnés ou bien donnés membres suivants, le nom, le prénom, l'âge et le CNE, et la méthode toString. Et puis la classe enseignant comprend les attributs nom, prénom, âge, PPR et grade, ainsi que la méthode toString. Alors, comme vous l'avez remarqué, vous allez trouver qu'il y a un ensemble de données membres et une méthode qui sont en commun, bien qui sont dupliquées dans les deux classes. C'est pour cette raison on va penser à mettre les attributs ou bien les méthodes qui sont en commun dans une classe à part. D'où la création de la classe personne, dans laquelle je vais mettre les données membres nom, prénom et âge et la méthode toString. Et puis je vais créer deux autres classes, la classe étudiant et la classe enseignant. En fait, elles s'appellent des sous-classes. Dans la classe étudiant, je vais mettre l'attribut CNE. C'est le seul attribut qui reste, à part le nom, le prénom et l'âge. Et dans la classe enseignant, je vais mettre le PPR ainsi que le grade. Ensuite, je vais faire une flèche comme celle-là qui représente la relation d'héritage pour dire que la classe enseignant hérite de la classe personne et la classe étudiant, elle aussi, hérite de la classe personne. Ainsi, nous pouvons dire que les classes étudiants et enseignants ont plusieurs similitudes du moment que les attributs nom, prénom, âge et la méthode toString sont similaires dans les deux classes. Ainsi, un des avantages de la programmation orientée objet est la possibilité de gérer de telles similitudes comme dans une hiérarchie. C'est-à-dire, on a ici une forme d'hiérarchie. Voilà, ça c'est la classe mère et puis ça, ce sont les classes filles ou bien les classes dérivées. Alors, cette relation d'hiérarchie s'appelle, ou bien on peut parler de la notion d'héritage. Quand une classe hérite d'une autre classe, la classe enfant ou bien la classe fille hérite automatiquement de toutes les caractéristiques, que ce soit variables membres ou bien des comportements, c'est-à-dire les méthodes de la classe mère. C'est-à-dire que la classe étudiant va hériter tous les attributs et les données membres qui se trouvent dans la classe personne. C'est-à-dire la classe étudiant va contenir le nom, le prénom, l'âge, le CNE et la méthode toString. Et de la même manière, pour la classe enseignant, va contenir, donc il y a les attributs nom, prénom, âge, puis le PPR et le grade, ainsi que la méthode toString. La raison pour laquelle on a dit que la classe enfant hérite automatiquement de toutes les caractéristiques qui se trouvent dans la classe mère. Ainsi, on peut dire que l'héritage est toujours additif et il n'est pas possible d'hériter d'une classe ou de recevoir moins que ce que possède la classe mère. Cela veut dire que on ne peut pas, par exemple, dans la classe fille ou bien enfant étudiant, on ne peut pas dire que je vais hériter uniquement le nom et le prénom, je ne vais pas hériter l'âge. Non, je n'ai pas le droit de faire ça parce que la classe fille ou bien enfant va hériter de tous les données membres et les méthodes membres de la classe mère. En Java, l'héritage est géré avec le mot-clé extends. Pour exprimer qu'une classe hérite d'une autre classe, on va utiliser le mot-clé extends. Quand une classe hérite d'une autre classe, la classe fille étend la classe mère. C'est-à-dire elle va l'agrandir ou bien l'élargir. Voilà les prototypes des trois classes qu'on a vues tout à l'heure. Voilà la classe personne. Ensuite, voilà le prototype de la classe étudiant. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser le mot-clé extends entre le nom de la classe fille et la classe mère.
Voilà, étudiant extends personne. Et de la même manière pour la classe enseignant qui va elle aussi hériter de la classe personne. On crée la classe personne pour gérer les similitudes entre les classes étudiants et enseignants. Ensuite, on supprime les déclarations des éléments communs lors de la déclaration des sous-classes étudiants et enseignants. Voilà une figure explicative de ce qu'on a dit. J'ai la classe mère avec ses attributs, le nom, le prénom et l'âge. Puis le constructeur par défaut, le constructeur avec paramètres et la méthode toString. Et puis j'ai les sous-classes étudiants et enseignants dans lesquelles je vais mettre les attributs qui les différencient de la classe mère. Voilà, je vais ajouter le CNE pour l'étudiant ainsi que le constructeur par défaut, celui avec paramètres et la méthode toString. Et de la même manière, pour la classe enseignant, je vais mettre les attributs qui la différencient de la classe personne et puis ajouter le constructeur par défaut avec paramètres et la méthode toString. Voilà le code de la classe personne. Classe personne, je vais mettre ici les données membres de la classe qui sont le nom et le prénom de type string et l'âge de type int. Ensuite, je vais ajouter le constructeur par défaut et je vais donner des valeurs fixes pour le nom, le prénom et l'âge. El Boustani pour le nom, Mohamed pour le prénom et 20 pour l'âge. Ensuite, je vais ajouter le constructeur avec paramètres. Du moment que j'ai 3 données membres dans la classe personne, donc je vais ajouter 3 arguments dans le constructeur avec paramètres de la classe. Et je vais initialiser les données membres de cette classe. Ensuite, je vais ajouter les accesseurs getNom, getPrénom et getAge qui vont retourner le nom, le prénom et l'âge respectivement. Et finalement, j'ajoute ou bien je redéfinis la méthode toString qui va retourner une chaîne de caractères qui contient le nom de la personne, son prénom et son âge aussi. Maintenant, on va voir la classe étudiant. Comme on l'a dit tout à l'heure, la classe étudiant hérite de la classe personne. Alors, dans sa déclaration, on va écrire classe étudiant extends, ça veut dire hériter de la classe personne. Et puis, nous allons ajouter l'attribut qui différencie la classe étudiant de la classe personne, qui est le CNE. Donc, l'en CNE. Et puis, je vais ajouter le constructeur par défaut de la classe étudiant. Et là, je vais appeler la méthode super. La méthode super, elle permet de faire l'appel du constructeur par défaut de la classe mère. Donc, la classe mère de la classe étudiant, c'est la classe personne. Lorsque je fais super, c'est comme si je fais l'appel du constructeur de la classe personne. Et dans le constructeur de la classe personne, qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé le nom à El Boustani, le prénom à Mohamed et l'âge à 20. Ensuite, ce qui veut dire l'attribut qui nous reste, c'est l'initialisation du CNE. On a initialisé le nom, le prénom et l'âge, et l'attribut qui nous reste, c'est le CNE. Donc, on va l'initialiser au niveau du constructeur par défaut. Et on va, par exemple, lui donner la valeur suivante. Ensuite, on va ajouter le constructeur avec paramètres. Donc, dans le constructeur avec paramètres, je vais mettre tous les arguments de la classe étudiant. Donc, comme on l'a dit, l'héritage est additif, c'est-à-dire je vais ajouter le CNE aux différents attributs qui se trouvent dans la classe mère, c'est-à-dire la classe personne. Et là, je vais mettre le nom, le prénom, l'âge et je vais ajouter le CNE. D'accord? Et après, je vais de la même manière utiliser la méthode super. Mais cette fois-ci, je vais ajouter des arguments. Je vais mettre le nom, le prénom et l'âge.
Alors là, avec super, avec des arguments, permet de faire appel au constructeur avec paramètres de la classe mère. Le constructeur avec paramètres de la classe mère est le suivant, et il contient trois attributs et il permet d'initialiser ces trois attributs. Ça marche? Donc là, lorsque je fais l'appel du constructeur avec paramètres de la classe personne avec super, nom, prénom et âge, je fais l'initialisation des attributs nom, prénom et âge. Et ce qui me reste, c'est l'attribut CNE. C'est l'attribut qui différencie la classe étudiant de la classe personne. Et de la même manière, je vais initialiser le CNE de la classe. Après, je vais ajouter l'accesseur ou bien getCNE qui permet de retourner le CNE de l'étudiant. Pour les autres, par exemple, getNom, getPrénom, getAge, ils se trouvent déjà dans la classe mère, la classe personne, et il est facile pour moi de les appeler. Nous allons achever avec la méthode toString et on va parler de la notion ou bien du concept du polymorphisme. Le polymorphisme est la possibilité pour deux classes qui sont séparées, mais reliées par exemple par une relation d'héritage, d'avoir la même méthode, mais l'implémenter de façon différente. Et puis, on va utiliser le mot-clé super qui permet d'accéder à toutes les méthodes ou bien variables membres de la classe de niveau supérieur. Voilà un exemple dans lequel nous ajoutons le code suivant à la classe étudiant. J'ai la méthode toString qui retourne une chaîne de caractères. Comme on l'a dit tout à l'heure, la méthode toString va retourner une chaîne de caractères qui permet de définir une personne ou bien un étudiant, c'est-à-dire elle va nous donner son nom, son prénom, son âge et puis son CNE. Donc, pour le faire, ce n'est pas la peine de faire getNom, getPrénom, getAge pour récupérer le nom, le prénom et l'âge de la personne. Mais il suffit de faire appel à la méthode toString de la classe mère. Si on revient à la méthode toString de la classe mère, nous allons voir qu'elle permet de retourner le nom, le prénom et l'âge. Donc, si on fait appel à la méthode toString de la classe mère, on va retourner toutes les informations qui nous intéressent. Donc là, pour faire appel à la méthode toString de la classe mère, il suffit de la précéder par le mot-clé super. Super veut dire la classe mère. C'est-à-dire on fait appel à la méthode toString de la classe mère. Ensuite, ce qui nous reste maintenant à ajouter, c'est l'affichage de la valeur du CNE. D'accord? Parce que la méthode toString de la classe mère traite uniquement les trois premiers attributs. Et il nous reste l'attribut CNE qu'on va afficher de manière séparée dans la méthode toString de la classe étudiant. Voilà un exemple d'appel dans le programme principal. Dans la méthode main, je vais créer deux objets, E1 et E2. L'objet E1, je vais le créer et l'initialiser avec le constructeur avec paramètres de la classe étudiant. Je vais lui donner par exemple le nom Lotfi, Karim pour le prénom, l'âge 22 et le CNE suivant. Aussi, je vais créer un deuxième objet ou bien un deuxième étudiant et que je vais initialiser avec le constructeur par défaut qui a des valeurs fixes pour le nom, le prénom, l'âge et le CNE. Ensuite, je vais afficher les informations des étudiants E1 et E2. Alors, pour le résultat d'affichage, donc avec E1, je vais afficher les informations qui se trouvent en paramètres d'entrée. Ça va donner Lotfi Karim et âgé de 22 ans. Et puis, il va ajouter le CNE. C'est un étudiant de CNE, tatata. Ensuite, pour la deuxième instruction de l'affichage des informations de E2, je vais faire appel au constructeur par défaut qui a des valeurs fixes pour les différents attributs de l'objet. Donc, dans le constructeur par défaut, nous avons donné El Boussani comme nom, Mohamed prénom, 20 pour l'âge et un étudiant, on a donné le CNE suivant
pour le constructeur par défaut. Maintenant, nous allons parler des modificateurs d'accès. C'est une notion assez intéressante lorsqu'on parle de l'héritage. Le Java offre plusieurs modificateurs d'accès aux attributs et méthodes dans une classe. On parle des modificateurs private ou bien privés, protected pour protéger, public et par défaut. Par défaut, ça veut dire qu'on ne va pas mettre un des trois modificateurs d'accès. À l'intérieur d'une classe, on peut accéder à tous les attributs et les méthodes directement par leur nom. Donc l'accès se fait de manière directe. Voilà un exemple. J'ai la classe personne avec les attributs suivants, le nom, le prénom, l'âge, que je vais déclarer ou bien le mode d'accès à ces attributs va être privé, private. Ensuite, je vais ajouter les accesseurs getNom, getPrénom, getAge avec le mode d'accès protected. La méthode toString, par défaut, je ne vais rien mettre ici, ça veut dire le mode d'accès c'est par défaut. Et la méthode toString dont l'accès est public. Là, on a tous les attributs et méthodes sont accessibles directement à l'intérieur de la classe personne, c'est-à-dire dans le code de la classe personne. Si je souhaite accéder à l'un de ces attributs, que ce soit données membres ou bien une méthode, donc l'accès il est direct. Donc, il suffit d'utiliser le nom de l'attribut ou celui de la méthode. Par exemple, je peux utiliser le nom getNom, toString, etc. Ensuite, l'accès aux attributs et aux méthodes de l'extérieur des classes Java dépend des modificateurs d'accès. Donc, si je souhaite accéder aux attributs et aux méthodes de l'extérieur de la classe, là, je dois vérifier quel est le modificateur d'accès que j'ai utilisé lors de la déclaration de l'attribut ou bien de la méthode. Ces modificateurs définissent divers degrés d'accès aux données et méthodes membres des classes. Les modificateurs d'accès sont indiqués juste avant le type de la variable ou du résultat pour les méthodes. Voilà pour le nom. Le modificateur d'accès, c'est public. Pour le prénom, protected. Pour l'âge, private. Pour toString, c'est par défaut. Pour la méthode main, c'est public. Donc, avant de faire la déclaration, que ce soit de l'attribut ou bien de mettre la valeur de retour de la méthode, je dois ajouter le modificateur d'accès à ces attributs ou méthodes. Il existe 4 modificateurs d'accès. Par défaut, ça veut dire si je vais pas mettre de modificateur, dans ce cas-là, on parle du modificateur d'accès par défaut. Et dans ce cas-là, seules les classes du même pactage peuvent accéder aux données membres. Il y a le modificateur d'accès public dans lequel les membres sont accessibles à tous, que ce soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur de la classe ou bien du pactage. Il y a aussi le modificateur d'accès protected ou bien protégé où les membres ne sont accessibles qu'aux méthodes dans cette classe et dans les classes dérivées de cette classe ou bien du pactage. Et finalement, le modificateur d'accès private où les membres ne sont accessibles qu'aux méthodes dans la classe où ils sont définis. C'est-à-dire, ces données-là dont l'accès est privé ne sont accessibles que dans la même classe dans laquelle ils sont déclarés. Voilà une remarque. En règle générale, il vaut mieux limiter la portée des éléments des programmes dans les membres de classe autant que possible. Moins un élément est accessible, moins il risque d'être mal utilisé. C'est-à-dire, si vous avez dans un programme des données qui sont sensibles, il vaut mieux limiter l'accès à ces données. Par exemple, les déclarer comme étant privées pour qu'ils ne soient pas accessibles de l'extérieur de la classe ou bien de l'extérieur du pactage. Nous passons maintenant pour parler des différents niveaux d'accès. Ce tableau-là montre comment les autres membres du même paquet accèdent aux membres d'une classe et en héritant. Là, on a des classes qui se trouvent dans le même paquet et des classes qui ont une relation d'héritage et des classes qui n'ont pas de relation d'héritage. Alors, par exemple, un membre qui est déclaré private,
est inaccessible depuis les autres membres du même paquet et il est impossible d'en hériter. Regardez, j'ai ici non, là aussi non. Ça veut dire que si j'ai une donnée membre euh, déclarée ou bien dont le modificateur d'accès est private, cette donnée membre, elle est inaccessible depuis les autres membres du même paquet, que ce soit une classe normale ou bien une classe qui a une relation d'héritage avec. Et puis, les membres déclarés avec les autres modificateurs sont accessibles depuis les autres membres de ce paquet qui peuvent aussi en hériter. Alors, si vous avez des variables dont le modificateur d'accès est par défaut public ou bien protected, ils sont accessibles des autres classes du même paquet, que ce soit ayant une relation d'héritage ou non. Voilà une figure qui illustre la relation qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Supposons que j'ai un paquet 1, package 1, dans lequel j'ai trois classes, la classe personne, la classe voiture et la classe étudiant qui hérite de la classe personne. Dans la classe personne, j'ai divers données membres et méthodes membres avec divers modificateurs d'accès. Alors, dans la classe voiture, qui n'a aucune relation avec la classe personne, et la classe étudiant, qui a une relation d'héritage avec la classe personne, je vais dire que les attributs qui sont accessibles sont les attributs qui ont les modificateurs d'accès protected par défaut et public. D'accord? Protected par défaut et public. Seuls les attributs dont l'accès est private qui ne sont pas accessibles par les autres classes. Maintenant, on va parler de deux paquets différents, bien deux packages différents. Alors, ce tableau montre qu'il est possible d'hériter d'un membre de type protected, mais qu'il est impossible d'y accéder à partir de classes situées en dehors de ce paquet. Pour vous l'expliquer davantage, je vais vous donner la figure suivante. Dans ce cas-là, j'ai deux paquets, package 1 et package 2. Dans le package 1, j'ai la classe personne avec des données membres et des méthodes membres avec différents modificateurs d'accès. Et dans le package 2, j'ai deux classes, voiture et la classe étudiant qui hérite de la classe personne. Alors, dans le paquet 2, et dans la classe voiture, seules les méthodes ou bien les attributs qui ont le modificateur d'accès public qui sont accessibles. C'est-à-dire les attributs qui ont modificateur d'accès private, protected et par défaut ne sont pas accessibles à partir de la classe voiture. Ensuite, dans la classe étudiant qui hérite de la classe personne, là, seuls les attributs, ou bien les membres qui ont le modificateur d'accès protected et public sont accessibles à partir de la classe étudiant. Pour les autres, c'est-à-dire private et par défaut, ces deux-là ne sont pas accessibles dans la classe étudiant malgré qu'il y a une relation d'héritage entre les deux classes. Ensuite, nous allons parler de l'opérateur instance of. L'opérateur instance of permet de savoir la classe à laquelle une instance ou bien un objet appartient. Nous allons traiter le cas de figure suivant. J'ai une classe B, puis une classe D qui hérite de la classe B. Voilà la classe B. La classe D qui hérite de la classe B. Et puis la classe C. C'est une classe séparée, qui n'a aucune relation d'héritage avec les deux autres. Ensuite, je vais déclarer deux objets, petit b de la classe B, petit d de la classe D et petit c de la classe C. Ensuite, je vais mettre un ensemble d'instructions et puis je vais voir la valeur de retour de ces instructions-là. Alors, si j'écris petit b instance of B de la classe B, donc est-ce que petit b est un objet de la classe B? Oui, ça va retourner true. Est-ce que B est un objet instance of, est-ce que c'est un objet de la classe D? Alors le B se trouve ici. Est-ce que c'est un objet de la classe D? Non. Donc un objet de la classe B, pas forcément, n'est pas forcément un objet de la classe D. Puis D, est-ce que c'est un objet de la classe B? Est-ce que l'objet D est un objet de la classe B? Oui.
C'est vrai parce que les objets de la classe fille sont des objets de la classe mère. Ensuite, il y a le D instance of D. Est-ce que l'objet D est un objet de la classe D? Oui, c'est juste. Ensuite, nous allons ajouter un deuxième groupe d'instructions et on va mettre l'instruction suivante. B égale à D. C'est-à-dire on va affecter l'objet D à B. Ensuite, on va mettre est-ce que B est une instance de B? Ça va donner true. Est-ce que B est une instance de D? Là aussi, ça va donner true. Tout à l'heure, ça a donné false et là, ça a donné true. Pourquoi? Parce que le B et le D, ce sont le même objet. Et puis, lorsqu'on écrit C instance of B, ça va donner une erreur de compilation parce que les deux types C et B sont incompatibles. Voilà un exemple de la vérification des objets qui appartiennent à la classe personne. J'ai une classe personne avec les attributs nom, prénom et âge. Voilà le constructeur par défaut et puis le constructeur avec paramètres, les getters ainsi que la méthode toString. Ensuite, dans la méthode main, je vais créer deux objets, P1 et P2. Dans l'objet P1, je vais appeler le constructeur avec paramètres et je vais lui donner les valeurs Lotfi Karim 22. La même chose pour l'objet P2 que je vais initialiser aux mêmes valeurs. Ensuite, je vais appeler la méthode toString pour P1 et pour P2. C'est-à-dire, je vais afficher les informations des deux objets. Si je regarde le résultat, ça va donner Lotfi Karim âgé de 22 et Lotfi Karim âgé de 22 parce que les deux objets contiennent les mêmes informations. Ensuite, je vais ajouter un autre message qui contient P2 est une instance de personne. P2 instance of person. C'est-à-dire, je vais vérifier est-ce que l'objet P2 est une instance de la classe personne. Et comme résultat, ça va donner true. C'est-à-dire que P2, c'est un objet de la classe personne. Ensuite, je vais ajouter une deuxième instruction, P1.equals P2. C'est-à-dire, je vais voir est-ce que l'objet P1 est égal à P2. Et là, ça va donner false. Donc là, pour expliquer le résultat de cette deuxième instruction, nous allons voir l'implémentation de la méthode equals. Donc l'implémentation par défaut de la méthode equals object est la suivante. La méthode retourne un booléen et elle demande en entrée un objet obj de la classe object. Et puis elle va retourner le résultat de la comparaison entre deux objets. Lorsqu'on fait égal, là on fait la comparaison des identités, c'est-à-dire on va comparer les espaces mémoire des deux objets. Alors pour que P1 equals P2 donne le résultat true, il faut redéfinir la méthode equals. C'est-à-dire il faut changer l'implémentation de la méthode pour pouvoir faire la comparaison entre les valeurs que contient chacun des objets. C'est-à-dire je vais comparer le nom de P1 avec celui de P2, le prénom de P1 avec celui de P2 et l'âge de P1 avec l'âge de P2. D'accord? Mais l'implémentation par défaut de la méthode equals permet de comparer les identités, c'est-à-dire les deux objets doivent avoir le même espace mémoire. Nous allons voir plus tard la redéfinition de la méthode equals afin de pouvoir comparer les valeurs des objets P1 et P2 au lieu de comparer leur identité. Voilà quelques remarques intéressantes. L'héritage permet d'assurer la généricité du code, c'est-à-dire un traitement peut être écrit pour manipuler un objet d'une classe A et ce même traitement pourra fonctionner pour tous les objets dont les classes héritent directement ou bien indirectement de la classe A. Voilà par exemple la méthode getAge, c'est une méthode de la classe personne. Et cette même méthode getAge peut fonctionner avec la classe fille ou bien enfant, la classe étudiant. D'accord? Ensuite, l'héritage permet le polymorphisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Un objet peut se faire passer comme appartenant à plusieurs classes
toutes celles de sa branche généalogique, et donc d'être de plusieurs types simultanément. Voilà un exemple. Je vais déclarer un objet E1 de la classe étudiant, et puis l'objet E1 appartient à la fois à la classe étudiant et à la classe personne. Mais l'utilisation d'un seul mécanisme de l'héritage produit un code lourd et parfois peu cohérent quand on essaie d'exploiter ces deux propriétés, à savoir la généricité du code et le polymorphisme. C'est pour cette raison, trois mécanismes viennent pour compléter et enrichir l'héritage. On parle en particulier des classes abstraites, des interfaces et des types génériques qu'on va voir dans le chapitre suivant. Ensuite, nous allons parler de deux notions qui se confondent assez souvent. Il y a la redéfinition des fonctions et la surcharge des fonctions. Nous allons revenir à la redéfinition. Dans la redéfinition des fonctions, on a le même type de retour et les mêmes paramètres. Par exemple, la méthode toString, on l'a redéfinie plusieurs fois. Donc cette méthode toString n'a aucun paramètre en entrée et elle a toujours une chaîne de caractères de type string en paramètre de sortie. Ensuite, il y a la surcharge des méthodes. Alors là, on a des méthodes qui peuvent avoir des types de retour ou bien des paramètres différents. Et les paramètres, au moins, doivent être différents. C'est ce qu'on appelle par exemple dans le cas des constructeurs. On a fait la surcharge du constructeur. Mais pour la méthode toString, on parle de la redéfinition. Ensuite, il n'y a pas d'héritage multiple en Java. Par exemple, en langage C++, il y a l'héritage multiple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une classe qui hérite de plusieurs autres classes. D'accord? Mais avec le langage Java, il n'y a pas d'héritage multiple. C'est-à-dire une classe ne peut pas dériver de plusieurs classes. Ensuite, une classe définie avec le modificateur d'accès final ne peut pas être dérivée. Si on précède la déclaration d'une classe avec final, donc là, cette classe-là ne peut pas être dérivée. On ne peut pas créer des classes filles de cette classe. Ensuite, une méthode définie avec le modificateur d'accès final, là on parlait de classe, là on parle de méthode. Si on précède la déclaration d'une méthode avec le mot-clé final, cela veut dire que on ne peut pas être redéfini dans les classes dérivées. Ensuite, nous allons achever avec la deuxième section qui traite les classes abstraites. Dans une classe, il est possible de déclarer une méthode comme étant abstraite, c'est-à-dire que la méthode n'a pas d'implémentation dans cette classe. C'est-à-dire lorsqu'on déclare une méthode comme étant abstraite, ça veut dire que cette méthode-là n'a pas de code dans cette classe-là. Mais toutes les classes qui dérivent de celle-ci doivent fournir une implémentation. C'est-à-dire, les classes qui vont dériver de cette classe qui contient la méthode abstraite doivent donner une définition ou bien une implémentation à la méthode abstraite. Quand une classe contient une méthode abstraite, la totalité de la classe doit être déclarée comme abstraite. D'accord? Si j'ai une classe qui contient une méthode abstraite, donc la classe en entier devrait être déclarée comme abstraite. Cela signifie qu'une classe qui inclut au moins une méthode abstraite ne peut pas être instanciée. Donc voilà quelques exemples. Supposons que nous voulons manipuler deux formes géométriques. Il y a la forme rectangle et la forme cercle. D'accord? Dans la classe, ou bien dans la forme rectangle, je vais définir un point, le point haut ou gauche, c'est-à-dire un point de départ, et puis la largeur ainsi que la longueur du rectangle. Et puis dans la classe cercle, je vais définir les coordonnées de son centre, c'est-à-dire le point X et Y, ainsi que le rayon de ce cercle. Donc là, comme vous l'avez remarqué, j'ai dans la classe rectangle un point, et là aussi, dans la classe cercle, j'ai aussi un point, c'est le centre. Et chaque point, bien sûr, il est défini par ses coordonnées X et Y. Donc là, je peux créer une classe qui s'appelle forme, dans laquelle je vais mettre les attributs X et Y, qui représentent les coordonnées d'un point. Et puis, j'ai le constructeur. Et puis, par exemple, je souhaite calculer la surface de la forme. Ensuite, je vais ajouter
les deux sous-classes, la sous-classe rectangle et la sous-classe cercle. Dans la sous-classe rectangle, je vais ajouter les deux attributs qui restent. Donc j'ai déclaré le point xy et puis ce qui me reste c'est la largeur ainsi que la longueur. Donc je vais les définir ici. Et je vais ajouter le constructeur par défaut et puis la méthode surface qui va calculer la surface du rectangle. De la même manière pour le cercle, j'ai déjà, donc elle contient deux paramètres, il y a le point et puis le rayon. Donc là je vais ajouter le rayon et puis le constructeur par défaut et la méthode surface qui va calculer la surface du cercle. Voilà l'implémentation de la classe form, donc abstract, classe form, int i, x, y, et puis le constructeur qui contient deux paramètres x et y que je vais initialiser à l'intérieur. Et puis, je vais déclarer la méthode surface qui retourne un double. Alors, cette méthode-là, la surface, je ne peux pas calculer la surface dans la forme, dans la classe forme. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement deux points. Pardon, j'ai uniquement un seul point. Je ne peux pas calculer sa surface. Mais je peux calculer la surface dans les sous-classes dérivées, c'est-à-dire dans la classe rectangle et la classe cercle. C'est pour cette raison que je vais précéder la déclaration de la méthode surface par le mot-clé abstract, pour dire que je n'ai pas d'implémentation pour cette méthode dans la classe forme, mais dans les classes dérivées, je vais ajouter une implémentation. D'accord? Alors là, puisque cette classe contient une méthode surface qui est déclarée comme abstraite, là aussi, la classe doit être déclarée comme abstraite. Ensuite, nous allons parler maintenant de la sous-classe rectangle. Alors, la classe rectangle hérite de la classe forme, comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma. La classe rectangle hérite de la classe forme. Et puis, je vais ajouter les deux attributs, largeur et longueur, qui différencient la classe rectangle de la classe forme. Et puis, je vais ajouter le constructeur avec paramètres, avec x, y, largeur et longueur. Et puis, je vais appeler la méthode super. Donc, comme on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, la méthode super permet d'appeler le constructeur avec paramètres de la classe mère, c'est-à-dire de la classe forme, qui permet d'initialiser le x et le y. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est l'initialisation de la largeur et de la longueur que je vais faire dans le constructeur avec paramètres de la classe rectangle. Ensuite, il y a la sous-classe cercle qu'on va déclarer comme suit. Classe cercle extends form, c'est-à-dire la classe cercle hérite de la classe forme. Et puis, je vais ajouter l'attribut qui différencie la classe cercle de la classe forme, c'est-à-dire l'attribut rayon. Après, je vais ajouter le constructeur avec paramètres qui contient x et y ainsi que le rayon. Et puis, je vais faire appel à la méthode super qui permet d'appeler le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire le constructeur de la classe forme. Celui-là contient deux attributs x et y. Et ce qui me reste à initialiser, c'est le rayon. Donc, je vais mettre this.rayon égale à rayon pour initialiser le rayon du cercle. Ensuite, là aussi, je vais donner une implémentation à la méthode surface. Donc, pour calculer la surface d'un cercle, je vais faire pi multiplié par rayon fois rayon. Donc, la variable pi appartient à la classe math. Enfin, nous allons parler des avantages des classes abstraites. Alors, les classes abstraites permettent de factoriser du code dans une classe mère dans laquelle nous avons certaines méthodes qui sont génériques, qui sont partagées par toutes les classes phi, et puis certaines méthodes qui seront spécifiques, qui sont propres à chacune des classes phi. Par exemple, la méthode surface qui est, c'est-à-dire la formule du calcul de la surface est propre à chacune des classes phi. C'est pour cette raison, sa définition est définie dans chacune des classes phi. Et c'est ainsi que prend fin notre chapitre et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.